Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du programme et pour parler principalement d'humanisme. En effet, après avoir abordé les différents éléments qui avaient expliqué l'évolution de la société, le changement des mentalités, nous allons nous intéresser spécifiquement à l'humanisme. Mais de quoi s'agit-il concrètement? En termes de définition, l'humanisme est aujourd'hui défini comme une doctrine qui a pour objet le développement des qualités de l'homme. Dans un sens plutôt philosophique, on parle de toute la réflexion qui est menée et qui est centrée sur l'homme, sur sa situation dans l'univers par exemple, sur sa destinée. Mais on parle également de tout ce mouvement artistique, littéraire, philosophique qui s'est développé principalement au XVIe siècle et qui a concerné tous les humanistes des pays européens. Le mot lui-même vient de l'italien humanista, qui est né au XIVe siècle. Il désigne dans un premier temps les professeurs de grammaire et de rhétorique. Mais les humanistes du XVIe siècle ne sont plus forcément des professeurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'origine elle-même indique bien la liaison, le lien qui existe entre l'acquisition du savoir, en particulier la connaissance des langues anciennes, et le courant philosophique qui va se développer et qui va prendre le nom d'humanisme. Lorsqu'on parle d'humanisme, en latin, on utiliserait le terme literae humaniores, c'est-à-dire l'étude des lettres, qui rend l'homme plus digne du nom d'homme. Le mot humanisme renvoie effectivement à l'homme, vous l'aurez compris, et a pour objectif de faire tendre vers la raison, vers la perfection humaine dans tous les domaines, celui de la morale, mais aussi le domaine politique ou le domaine des arts. Et pour y parvenir, il s'agit de méditer principalement sur la sagesse antique, à partir de la sagesse antique, c'est-à-dire redécouvrir la littérature gréco-latine et réformer l'enseignement, modifier ce qui est actuellement en cours pour trouver de nouvelles alternatives. Et ce mouvement va toucher tous les intellectuels du temps, mais aussi, à travers l'enseignement, toute l'élite de la société, élite cultivée qui va fréquenter les collèges. Et ce mouvement va prendre une dimension européenne à part entière. Dès le XIVe siècle, en Italie, on a des artistes tels que Pétrarque qui vont exhumer des manuscrits anciens, traduire des textes grecs et latins, chercher à égaler le talent de ces auteurs antiques dans leur langue italienne. Et ils vont surtout composer des lexiques qui rendent justement ces textes lisibles et accessibles par un public beaucoup plus vaste, même si ce public reste bien évidemment une élite. Avec Louis XI, des contacts vont avoir lieu entre les savants italiens et les savants français, parce que à l'époque les échanges intellectuels suivent un petit peu les échanges économiques. Donc, en plus des artisans et des banquiers italiens qui s'installent en France, notamment à Lyon, on va avoir avec eux tout l'esprit de la Renaissance qui se déplace et qui pénètre dans le pays. De la même manière, avec Charles VIII et Louis XII, avec les campagnes d'Italie, c'est les armées françaises qui vont découvrir l'Italie, qui vont découvrir une passion jusqu'alors réservée à une élite. Et la France va s'ouvrir à un mode de vie, à un mode de pensée italien assez particulier, qui va entraîner par la suite de nombreux voyages de professeurs, d'étudiants, d'une université à une autre, qui va entraîner la diffusion des livres et des manuels d'enseignement à travers toute l'Europe. Ainsi, l'humanisme apporte un souffle nouveau, et un souffle nouveau dans plusieurs domaines. En effet, l'humanisme contribue à la résurrection des textes anciens. L'imprimerie, née en 1448 avec Gutenberg, qui va s'installer à Paris en 1470, à Lyon en 1473, et concerner vers les années 1500 une quarantaine de villes françaises, créant ainsi des librairies, va participer à cette réflexion philologique, c'est-à-dire qui s'intéresse au fonctionnement de la langue, grecque, latine, hébraïque. De nombreux dictionnaires, de nombreux ouvrages de grammaire vont être publiés, traduits, commentés, à partir des textes anciens, dans le domaine littéraire, juridique et scientifique. Donc on a une redécouverte des textes antiques et une diffusion de ces textes. Une diffusion à grande échelle, puisque le principe de la librairie, c'est pas uniquement de vendre des livres, c'est aussi de les éditer et de les imprimer. Donc on a tout un travail de redécouverte et de développement. À ça s'ajoute une réflexion pédagogique originale. En effet, l'érudition, l'acquisition des connaissances n'est pas une fin en soi. Acquérir le savoir, c'est aussi chercher à faire progresser l'homme, à l'amener de l'état de l'enfance, d'une certaine manière, à un état de culture, qui rend l'homme digne de son nom, digne de son statut. Et c'est pour cette raison qu'on met en place toute une nouvelle réflexion pédagogique, qui tient principalement place dans les écrits des humanistes. Erasme, par exemple, en 1529, dans l'éloge de la folie, dont nous reparlerons,
mais Rabelais également en 1532 dans Pantagruel, ou Montaigne en 1585 dans ses essais reprennent chacun à leur tour, chacun à leur façon, les grands principes de la pédagogie humaniste. Au lieu de compter uniquement sur sa mémoire et sur ses qualités de répétition, il faut faire progresser l'élève à son rythme par le dialogue avec le maître. L'idée, c'est de respecter un équilibre entre disciplines intellectuelles, langue, sciences, musique par exemple, discipline physique, jeux, sport, danse, et discipline morale et sociale, religion, règles de vie sociale, etc. En d'autres termes, pour former l'homme nouveau, les humanistes vont réformer les collèges, avec un enseignement secondaire universitaire qui va grandement évoluer. À Paris, par exemple, on va assister à l'apparition du Collège de France, le Collège des lecteurs royaux, pour être tout à fait exact, qui deviendra ensuite le Collège de France, et on va y enseigner le grec, le latin, l'hébreu, la philosophie, les mathématiques, de façon toute nouvelle par rapport à l'enseignement qui était dispensé à la Sorbonne, qui jusque-là éveillait assez peu à l'esprit critique et se concentrait principalement autour de la philosophie et de la théologie. D'ailleurs, la Sorbonne va essayer de s'opposer aux humanistes, mais le nom même de Collège des lecteurs royaux indique bien que le roi va favoriser le futur Collège de France, et donc que cette pensée humaniste va beaucoup se développer. Par ailleurs, on assiste à l'émergence d'une théologie optimiste et critique. Les humanistes croient fondamentalement au progrès de l'homme, et c'est pour ça qu'ils sont fondamentalement optimistes. Ils vont méditer sur la littérature antique pour découvrir les valeurs morales et intellectuelles anciennes, et très souvent les adapter au monde nouveau, parce qu'ils se sont engagés dans ce monde et parce qu'ils veulent agir dans ce monde sur la société qui les entoure. Et donc, même s'ils lisent des textes anciens, souvent païens, ils ne sont pas forcément en contradiction avec le catholicisme, considérant souvent Socrate, Platon ou Sénèque un peu comme les précurseurs, d'un point de vue philosophique, de la pensée chrétienne. Vous en doutez, les autorités catholiques acceptent assez mal ces positions, et ça va être pour ça que les humanistes et la Sorbonne, par exemple, mais aussi l'Église vont être en opposition, vont s'affronter sur certains domaines. Puisque les humanistes vont essayer d'appliquer à certains textes profanes, donc non religieux, comme aux textes sacrés, donc sur un même pied d'égalité, les mêmes méthodes d'établissement du texte, de traduction, de réflexion, de commentaire. Le texte biblique va être soumis au même examen critique que n'importe quelle œuvre philosophique, ce qui apparaît un peu comme un sacrilège pour les enseignants de la Sorbonne ou pour les églises. Mais pourtant, c'est ça qui permet aussi une meilleure compréhension des textes de l'Antiquité et des textes religieux, et qui permet à la pensée humaniste de se développer. Donc vous le voyez, avec des précurseurs, tels que j'ai pu les mentionner précédemment, on a l'apparition d'une pensée fondamentalement positive. Socrate et Platon apparaissent un petit peu comme les grands maîtres à penser de cette époque, redécouverts grâce à la littérature antique, réexplorée à travers l'humanisme. Parallèlement, on assiste également à l'apparition de réformes politiques, même si celles-ci restent globalement plutôt mesurées. En effet, les humanistes sont avant tout des pacifistes, parce qu'ils ont un esprit cosmopolite. En d'autres termes, comme ils voyagent beaucoup, ce sont des citoyens du monde. Ils voyagent à travers l'Europe, ils rencontrent beaucoup de monde à travers l'Europe, et comme ils sont fondamentalement optimistes, on l'a vu auparavant, leur foi dans le progrès des hommes leur fait plutôt préférer des réformes de l'intérieur aux affrontements. Donc plutôt que la guerre, l'idée c'est d'apporter des changements à la société. Sans rupture, sans bouleversement. C'est plutôt des réformateurs et non pas des révolutionnaires. C'est pour ça par exemple qu'Erasme sera l'un des conseillers de Charles Quint. Thomas More sera l'un des chanceliers d'Henri VIII. Et Rabelais va beaucoup, dans son œuvre, parler justement de société, d'organisation du gouvernement et d'organisation du pouvoir. Donc, si on résume assez simplement, les grands traits de l'humanisme sont donc le souci d'une culture apprise à la source, redécouverte des textes antiques, les recherches pédagogiques, transmission de cette connaissance, la volonté de réforme sans rupture, donc pacifisme et optimisme, le désir d'équilibre des pouvoirs dans la société, le cosmopolitisme, citoyen du monde, et tous ces aspects vont se retrouver chez un grand nombre d'humanistes. L'optimisme en moins peut-être pour Montaigne, qui sera l'un des derniers grands représentants de ce courant à la fin du XVIe siècle, mais tous les autres vont partager un petit peu ce même point de vue. Quel que soit leur nom, quelle que soit leur origine.
Et c'est ainsi que nous allons nous intéresser quelques instants à la littérature étrangère, avant d'aborder la question de Clément Marot puis de Rabelais, qui nous intéresseront lors des prochains cours. Nous allons nous pencher sur quelques-unes de ces grandes œuvres et de ces grands auteurs qui ont marqué l'humanisme. À commencer, on l'a déjà évoqué, par Erasme, qui est l'auteur notamment de l'Éloge de la folie. En quelques mots, Erasme, c'est un auteur hollandais, vous l'aurez compris. Il est né à Rotterdam, il a fait ses études à Utrecht. Il est devenu orphelin très tôt, à 14 ans, et donc il va être placé par ses tuteurs au séminaire, puis il va entrer au couvent, où il va lire beaucoup d'humanistes. À partir de là, il va obtenir une bourse d'études qui va lui permettre de se rendre à Paris, au collège de Montaigu. Et il va séjourner ensuite en Angleterre, par exemple, en 1497, où il va apprendre le grec à Oxford, puis revenir en France, où il va enseigner quelque temps avant de rejoindre l'Italie. Puis de retour en Angleterre, il va écrire l'Éloge de la folie, au contact d'Henri VIII et de Thomas More. Selon la légende, il l'aurait pensé pendant le voyage et écrit en une semaine. Et cet ouvrage va être publié, notamment à Bâle, et va connaître un succès retentissant qui lui vaut de devenir le premier humaniste européen. Quand on parle humanisme aujourd'hui, on parle très souvent d'Erasme, parce que c'est un monument dans ce domaine. Ensuite, il va être, de par sa position, appelé à apaiser d'une certaine manière le conflit qui divise l'Église, mis à mal notamment par les textes de Luther, et il va justement essayer de concilier ces nouvelles thèses de Luther et celles de l'Église, et va mourir en 1536 à Bâle sans être totalement parvenu, malgré sa volonté de pacifisme et de conciliation, à apaiser les tensions. Si l'on s'intéresse quelques instants à l'Éloge de la folie, donc, vous avez ici le portrait d'Erasme, il s'agit d'un texte qui est proposé à la base comme un simple divertissement, une prosopopée de la folie. La prosopopée, rappelez-vous, nous en avions parlé lorsque nous avons parlé de figure de style, consiste à faire parler une figure abstraite. Et ici, la folie, c'est un personnage à part entière. C'est la fille de Plutus, qui est le dieu de la richesse, et de la jeunesse. Et cette folie va faire son propre éloge, au mépris de toutes les règles rhétoriques de la pudeur. Normalement, lorsqu'on fait l'éloge de quelqu'un, on est censé rester modeste, d'autant plus lorsqu'on parle de soi. Ici, la folie se moque des principes de base et va faire son éloge dans un style qui reste assez ambigu, parce qu'il est assez difficile de déterminer si cet éloge est ironique ou non. Quoi qu'il en soit, le texte manifeste deux intentions assez contradictoires, à savoir établir la satire des fous, des grammairiens, des poètes et des théologiens, mais également mettre en évidence que l'humanité tout entière est folle. Donc c'est contradictoire parce que ça paraît assez paradoxal de mettre en évidence la folie de quelques-uns alors qu'en fait l'ensemble de la société est folle. Comment reprocher au premier, par exemple aux grammairiens ou aux poètes, d'être fous alors que toute l'humanité est folle? Et le but de tout ça, c'est de montrer que, d'une certaine manière, il faut mettre à mal cette folie qui se prend pour de la sagesse et qui est partagée par trop de personnes. En effet, on a beaucoup de personnes qui sont fous, mais qui ont tendance à croire qu'ils sont sages. Et c'est ça qu'il faut abattre, qu'il faut critiquer, qu'il faut démonter. Erasme n'est cependant pas le seul, et vous avez certainement déjà entendu parler de Machiavel, auteur notamment du Prince en 1513. Machiavel est né à Florence dans une petite famille noble, de son nom italien Niccolò Machiavelli, et il va jouer un rôle politique assez important auprès de la République florentine. À l'époque, Florence est une ville qui compte, une ville puissante, qui règne sur un domaine puissant, et à ce titre, Machiavel va jouer un rôle prédominant auprès du roi de France, auprès de l'empereur, auprès des cités italiennes, et va beaucoup exercer son influence. Mais après la défaite des Florentins devant les troupes papales, il va être arrêté, torturé et contraint de se retirer dans sa propriété des environs de Florence. C'est là qu'il va composer le Prince dont nous allons parler d'ici quelques instants, dédié notamment à Laurent de Médicis. Ce qui lui vaut de revenir en grâce, puisque les Médicis sont une famille puissante, une famille riche, qui a énormément d'influence, et il va notamment être protégé par le cardinal Jules de Médicis, qui devient ensuite le pape Clément VII en 1523. Malheureusement pour lui, en 1527, Rome est mise à sac par les troupes de Charles Quint, et Florence connaît un peu le même sort. Du coup, Machiavel va mourir la même année, dans un état de semi-disgrâce, retombé un petit peu dans l'oubli. Le Prince, c'est un texte assez intéressant parce que c'est un écrit politique qui a connu un immense succès au XVIe et au XVIIe siècle. Mais au-delà de ce qui est décrit, à savoir la mise en scène d'un réalisme politique dégagé de toute morale
et au service de l'unification italienne. C'est pour ça qu'on parle de machiavélisme. D'ailleurs, le machiavélisme, c'est justement cette idée selon laquelle la fin justifie les moyens. Et ce que défend Machiavel dans son œuvre, c'est que la politique ne doit pas s'embarrasser de morale. Ce qui compte, c'est qu'elle soit juste et qu'elle soit efficace. Mais au-delà justement de cette pensée, ce qu'on a souvent retenu, c'est que cette œuvre s'efforce de penser vraiment la politique en elle-même et de faire la description du meilleur monarque possible au regard des nécessités historiques. Donc le but, c'est pas d'avoir quelqu'un de moral, c'est pas d'avoir quelqu'un qui soit sensible à tout, c'est quelqu'un qui soit juste et apte à diriger dans les meilleures conditions possibles. C'est ça l'idée du prince qui est défendue par Machiavel. Enfin, dernier personnage que nous aborderons aujourd'hui, c'est Thomas More, auteur notamment de l'Utopie en 1516. Thomas More, il est né à Londres, dans une famille noble. Il va étudier à Oxford, va devenir homme de loi, et puis il va se lier d'amitié avec celui qui deviendra par la suite Henri VIII, donc roi d'Angleterre, et ça va l'amener à s'engager dans une carrière politique assez prestigieuse puisqu'il va accéder à des charges assez importantes, sans pour autant renoncer à ses activités littéraires. Il va continuer à traduire de nombreux textes, rédiger des enquêtes historiques, des traités philosophiques et moraux, et ça va lui apporter un certain confort, un certain statut, jusqu'au jour où il va refuser de reconnaître le divorce d'Henri VIII. Et pour cette raison, il va être emprisonné puis décapité en 1535. Fin tragique, mais il n'en reste pas moins que son œuvre, l'Utopie, est une œuvre majeure, puisque dans cette œuvre, il va faire la description d'une société idéale, fondée sur l'amour du travail, sur le partage des biens, sur le refus de la violence et la tolérance religieuse. Une pensée, religion mise à part, assez proche du communisme, tel qu'on pourrait le concevoir aujourd'hui, mais qui à l'époque sert plutôt de précurseur. Et dans cet ouvrage, ce qui est intéressant, c'est que les utopiens vont vivre selon la nature, une nature qui est toute pénétrée de la raisonnable volonté divine. Ils vont chercher le plaisir, la douceur de vivre, par la modération des désirs instinctifs et des passions individuelles. En d'autres termes, c'est une espèce d'épicurisme chrétien. Épicure, on a souvent tendance à considérer qu'un épicurien, c'est quelqu'un qui savoure la vie à l'excès. En réalité, à l'origine, Épicure met en évidence l'existence de plaisirs utile et nécessaire. Et c'est seulement ça qui compte. Le but, c'est pas de faire bonne chère et de manger en excès. Le but, c'est de se nourrir. Point. Et on retrouve un petit peu cette même pensée dans l'Utopie de Thomas More, où justement, on est dans un épicurisme qui est cette fois un peu imprégné de christianisme, puisque la présence divine est un peu partout. Et il va poser en principe la nécessité d'aimer autrui comme soi-même. Du coup, dans son œuvre, par exemple, la chasse n'existera pas. L'abattage des animaux va être confié à une caste particulière, la caste des bouchers. De la même manière, la guerre va être confiée aux mercenaires, mais la société ne s'en mêle pas. La peine de mort n'est que rarement prononcée, et la plupart des châtiments se résument finalement à des peines d'esclavage de durée variable, tout en sachant que les enfants d'esclaves seront eux-mêmes libres. Donc on est dans une société pacifiste, égalitaire, qui cherche son propre confort, son propre plaisir, mais de manière raisonnée. C'est un petit peu ça l'idée. Et vous voyez qu'on est autour, que ce soit l'éloge de la folie, le prince ou l'utopie, de cette réflexion sur l'homme, sur l'organisation de la société, sur l'humanité. Et c'est pour ça qu'on peut parler de ces œuvres comme des œuvres humanistes. Voilà, nous nous arrêtons aujourd'hui sur ces éléments et nous reviendrons la prochaine fois sur Clément Marot, qui est un personnage assez intéressant justement de ce début du XVIe siècle. D'ici là, comme d'habitude, je reste à disposition si vous avez des questions et je vous souhaite une excellente semaine.